Il y a quelques mois, on pouvait espérer que la crise de l'accord nucléaire iranien était probablement stabilisée et on pouvait penser que Téhéran avait décidé d'attendre 2 ans dans l'espoir peut-être qu'une nouvelle administration américaine revienne sur la décision du président Trump de sortir de l'accord signé en 2015. Cela dit, des décisions récentes ont montré que ce serait sans doute plus compliqué que ça et que l'administration Trump, justement, allait sans doute essayer de tout faire pour pousser l'Iran à la faute et enterrer définitivement cet accord. Pour rappel, donc le 8 mai 2018, le président Trump avait exécuté sa menace de sortir de l'accord nucléaire iranien et donc progressivement depuis avait remis en place des sanctions américaines sur un certain nombre de secteurs, en particulier les transactions en dollars, les échanges pétroliers, etc. Sachant néanmoins qu'il avait permis aussi, exempté certaines activités. En particulier, il avait permis à 8 pays gros importateurs de pétrole iranien de continuer progressivement leurs importations et de réduire progressivement leurs importations de pétrole iranien, et notamment la Chine et l'Inde. Et puis, il avait également permis les coopérations nucléaires avec l'Iran, ce qui lui permet de mettre en place les mesures de l'accord iranien, par exemple la conversion d'installations comme des réacteurs ou des usines qui nécessitent une coopération étrangère pour correspondre à ce qui est autorisé dans l'accord de 2015. Ce qui est important de noter également, c'est que pendant cette année, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a confirmé, et ce jusqu'en février 2019, que l'Iran tenait ses engagements pris dans le cadre de l'accord, donc était en conformité avec ce qui était attendu d'elle. Et d'ailleurs, le représentant de l'AIEA au comité préparatoire à la conférence d'examen de 2020 du TNP a introduit la réunion à New York le 29 avril en rappelant que l'Iran respectait ses engagements au titre de l'accord nucléaire de 2015. Et ça, c'était donc quelques jours avant le début de cette crise. Et il s'agit donc d'une crise qui s'est accélérée au début du mois de mai, avec les décisions, à la fin du mois d'avril et le début du mois de mai, avec les décisions américaines de lever les exemptions faites aux pays commerçants avec l'Iran en matière pétrolière et en matière nucléaire. D'abord sur les produits pétroliers, ensuite sur les coopérations nucléaires, ce qui touche à des infrastructures vraiment critiques pour le pays, et en même temps, l'administration Trump décidait l'envoi d'un groupe aéronaval dans le Golfe Persique. Et donc il y a une montée, à l'évidence, des tensions au début du mois de mai, qui ont peut-être précipité la décision à Téhéran de menacer, de sortir par étapes, de manière incrémentale, des engagements contractés au titre de l'accord de juillet 2015. Alors après, on peut se demander quelles sont les motivations américaines qui ont conduit à cet accroissement des tensions. D'abord, je pense qu'il y a la politique excessivement déterminée du président Trump, qui consiste à maximiser la pression sur l'Iran. Cette politique de pression maximale a été annoncée et maintenant le président fait ce qu'il a dit. La deuxième chose qui peut-être est un peu l'angle mort de cette crise nucléaire, dont on parle assez peu, c'est son aspect balistique. Il faut se rappeler qu'au titre de la résolution du Conseil de sécurité 2231 de la fin juillet 2015, en particulier son annexe B, et je dis bien ça, l'annexe B, parce que c'est un texte que personne finalement ne lit, c'est tout au fond de cet accord, du paratexte, disons, qui accompagne l'accord lui-même. L'Iran est tenu de ne pas se livrer à des activités balistiques pouvant emporter des charges nucléaires, et en particulier à ne pas tester des missiles balistiques pendant toute la durée de l'accord. Or, il se trouve, et on le sait à la fois un petit peu en source publique ouverte, certainement beaucoup plus en source fermée, que l'Iran a mené des essais balistiques de manière importante en 2017, mais aussi en 2018.
On se rappelle de l'essai du Fateh 110, un missile de courte portée, au début du mois d'août 2018, et à la fin du mois de décembre 2018, l'essai d'un missile de moyenne portée, qu'a en particulier d'ailleurs déploré la France à cette époque. Et de ce point de vue-là, l'Iran contrevient à ses obligations au titre non pas de l'accord, mais de la résolution du Conseil de sécurité 2231 qui entérine cet accord. Et c'est un souci pour la région, parce que c'est une source de déstabilisation régionale, et également pour les États européens, surtout s'agissant des missiles de portée moyenne et possiblement de missiles de portée intermédiaire. Donc là, il y a aussi ce facteur-là balistique dans l'aggravation de la crise qui est vraiment à prendre en compte, même si les Iraniens, de leur côté, clament leur droit à tester leurs missiles, ce qui, au sens propre, si on se réfère encore à cette résolution que je mentionne, n'est pas tout à fait juste. Et la troisième raison qui, je pense, doit mériter d'être mentionnée, c'est que le président américain a dans son entourage un certain nombre de faucons, on les connaît, John Bolton, le ministre des Affaires étrangères, qui, pourquoi pas, pourrait imaginer que l'option d'un changement de régime en Iran pourrait faire partie des scénarios de politique étrangère et de sécurité américaine dans cette région du monde, et donc il n'est pas tout à fait impossible que ce scénario politique à Washington soit pris en considération. Ce serait naturellement un scénario du pire, mais on peut également le lister comme l'un des facteurs explicatifs de l'aggravation de la crise qui a été déclenchée formellement, politiquement, par les États-Unis, même si, encore une fois, je pense que c'est aussi en lien avec une conduite des essais balistiques qui a été de nature à effrayer un certain nombre d'États, et pas seulement aux États-Unis et en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et naturellement dans le Golfe. Alors devant ce durcissement justement de la politique américaine, quelle a été la réaction iranienne? Elle s'est pas fait attendre finalement, et dans le contexte, comme on disait, du comité préparatoire à la conférence d'examen du TNP, donc une des grandes messes du régime de non-prolifération, Téhéran a, pour la première fois sans doute aussi explicitement, menacé de revenir sur ses engagements au terme de l'accord de 2015. Alors c'est sous forme d'une allocution télévisée que le président Rouhani a fait cette annonce, avec deux échéances. La première, c'est qu'il a d'abord indiqué que l'Iran aurait désormais des stocks excessifs par rapport à ce qui lui est autorisé en termes d'uranium faiblement enrichi et d'eau lourde. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est directement lié à la décision américaine de ne plus permettre certaines coopérations nucléaires avec l'Iran, puisque en fait, jusqu'à maintenant, l'Iran notamment stockait ses excédents d'eau lourde sur le territoire d'Oman, et puis échanger ses excédents d'uranium faiblement enrichi contre de l'uranium naturel, ce qui lui permettait de rester sous les plafonds autorisés. Aujourd'hui, l'Iran proclame qu'elle n'a pas le choix que de dépasser ces plafonds, ce qui n'est pas techniquement correct, mais c'est vrai que ces options sont compliquées par l'interdiction de procéder à des coopération internationale sur ce sujet. Il lui faudrait résoudre elle-même ses problèmes en interne, ce qui lui recréerait des investissements et serait un petit peu plus compliqué. La deuxième échéance, donc ça c'est d'application immédiate. La deuxième échéance qu'a annoncé le président Rouhani, c'est sous 60 jours de reprendre l'enrichissement de l'uranium au-delà du seuil qui est autorisé dans l'accord, de 3,67%, qui correspond au seuil qui est traditionnellement admis comme ne présentant pas un risque d'utilisation à des fins militaires. Donc il a menacé de reprendre cet enrichissement au-delà, sans préciser vraiment à quel seuil, et puis de reprendre la construction du réacteur d'Arak qui avait été interrompu jusqu'à maintenant. Et alors donc cette menace, en quelque sorte, sera mise à exécution si les partenaires restants de l'accord iranien, c'est-à-dire les Européens, principalement la Russie et la Chine, ne parviennent pas à améliorer la situation iranienne, c'est un petit peu les termes qu'il emploie, et notamment à réouvrir
des perspectives plus avantageuses au niveau des marchés pétroliers et du secteur bancaire. Donc on le voit, une proposition, une demande qui est relativement complexe à satisfaire et qui est aussi un petit peu floue sur que représente en réalité une amélioration. Mais une demande qui d'ailleurs va être extrêmement compliquée à satisfaire pour les Européens, mais aussi pour les Russes et pour les Chinois. On l'a bien vu avec la déclaration d'il y a quelques jours de Federica Mogherini, la haute représentante européenne, accompagnée des ministres des Affaires étrangères allemands, anglais et français, puisqu'ils s'émeuvent à la fois de l'ultimatum iranien, qu'ils refusent, c'est bien normal, et en même temps de la décision américaine de cette levée d'exemption et du retour des sanctions. Et donc l'Union européenne, on dirait, se retrouve un petit peu entre le marteau et l'enclume, avec une marge de manœuvre qui s'est rétrécie. Et malgré ce que les pouvoirs publics européens ont promis et ont mis en place depuis l'été 2018, c'est-à-dire le retour de levée de blocage ou bien la mise en place du mécanisme Instex en janvier 2019, mais sur des produits très limités, les denrées alimentaires, les denrées médicamenteuses, qui en plus nécessitent une mise en place un petit peu complexe, on voit bien que pour l'essentiel, c'est-à-dire les grands groupes, le vrai marché industriel, les marges de manœuvre sont vraiment étroites. Et quand on voit aujourd'hui que plus d'un tiers de l'industrie iranienne a vu son activité chuter en un an de 50%, que les exportations de pétrole ont chuté également de plus de 50%, que le rial a perdu 80% de sa valeur, on se rend bien compte que le soutien des pouvoirs publics, aussi incitatif, aussi déclaratif et fort soit-il, parce qu'il ne faut pas le remettre en cause, n'a pas produit d'effet dans la sphère réelle de l'économie. Et ce que l'on pense souvent, c'est-à-dire que les Russes et les Chinois, eux, ont plus de marge de manœuvre, en réalité n'est pas vrai, parce que les grands acteurs économiques, en particulier nucléaires, chinois, qui sont revenus sur le marché iranien depuis 2015, et je pense en particulier à la CNCC chinoise, qui depuis 2017 est aux premières loges pour le redesign du réacteur d'Arak, se plaint de ce que les exemptions signées avec les Américains en novembre 2018 ont été dans des termes extrêmement vagues, qui en réalité les conduit à une très très grande prudence dans la conduite des opérations, ce dont se plaignent aujourd'hui les Iraniens, parce que les Chinois, eux, ont l'ambition de conquérir les marchés mondiaux, et en particulier le marché des UAE, de l'Arabie Saoudite qui est en train de s'ouvrir, et ne peut pas risquer de tomber sous le coup de l'extraterritorialité des sanctions américaines. Donc, la marge de manœuvre européenne est très étroite, et ce que demandent légitimement, on peut le dire, les Iraniens aux Européens, aura du mal, je pense, à être réalisé. Ce qui serait le scénario le pire, c'est de voir les Iraniens se dire, après tout, si nous manquons à nos engagements au titre de l'accord de juillet 2015, ipso facto, l'ensemble du régime multilatéral de sanctions mis en place par l'ONU depuis 2006 nous retombe sur le dos, mais est-ce que ce scénario du pire est si grave dans la mesure où notre économie est de toute façon en train de tomber sous le coup des sanctions américaines qui, par leur extraterritorialité, impactent la totalité de notre économie. Donc finalement, c'est à peu près la même chose parce que, quel que soit le soutien politique des Européens, économiquement, ils ne peuvent rien pour nous.